Margot, dites-nous quelles sont les premières réactions sur place à ce discours de Volodymyr Zelensky. Oui, on est beaucoup de médias, donc la connexion n'est pas forcément bonne, mais surtout dans ce discours en 3 points, c'est-à-dire en parlant tout d'abord du nucléaire civil également qui peut être utilisé comme une arme, mais aussi la déportation des enfants, puis l'agression des autres territoires autour de l'Ukraine. 3 points qui sont bien entendu écoutés par la communauté internationale. Tout le long du discours de Volodymyr Zelensky, eh bien, le représentant de la Fédération de Russie n'a pas écouté le président ukrainien en restant notamment sur son téléphone pendant tout le discours de Volodymyr Zelensky. Un moment assez choquant pour la délégation ukrainienne qui continue de dire que la Russie est un État terroriste et qu'elle ne devrait pas faire partie de cette réunion de demain autour du Conseil de sécurité des 15 membres qui seront présents lors de cette conférence à 11h heure locale pour parler et débattre ouvertement du sort de l'Ukraine. Pour Volodymyr Zelensky, eh bien, cette réunion va être un chaos puisque Sergueï Lavrov devra notamment être présent et il a son droit de veto qu'il va exercer comme bon lui semble et c'est ça les mots de la délégation ukrainienne aujourd'hui. Pour le moment, le dossier ukrainien est bien entendu sur la table, mais un autre dossier est en train de faire parler aujourd'hui aux Nations Unies, c'est le dossier de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui dans les couloirs de l'ONU, notamment de la mission française aux Nations Unies. Merci beaucoup Margot Haddad pour être revenu sur ce discours qui se termine il y a quelques minutes seulement, lors duquel il a parlé de la menace nucléaire. Écoutez. La Troisième Guerre mondiale, qui est considérée comme une guerre nucléaire entre États. Mais cette guerre semble moins grave que les menaces des grandes puissances qui peuvent envoyer tout leur arsenal nucléaire. Nous avons donc tâché de limiter l'emploi d'armes de destruction de masse, non pas pour déployer et multiplier ces armes, non pas pour les tester, mais pour promouvoir le désarmement. Alors Pierre, ça c'était au début de son discours, il y a eu ces 2 volets, cette évocation du risque nucléaire et à la fin, cet avertissement dont nous a parlé Abnous, ceux qui vous parlent de tractation, ne les croyez pas. Ne croyez pas, ne leur faites pas confiance. C'était ça les 2 moments forts. Hein. Oui, effectivement, c'était des moments forts et Abnous a raison, il a vraiment élargi sa palette, à la fois pour mieux convaincre, pour mettre des arguments plus forts sur la table, parce qu'effectivement, les arguments, bien que je pense que ce sont des arguments qui sont solides, c'est-à-dire la démocratie contre un univers, je dirais, à tendance totalitaire, mais ça ne marche pas complètement comme type de discours, donc il a élargi sa palette. Il le fait d'autant plus que, si vous voulez, c'est une drôle d'assemblée générale de l'ONU, puisque sur les 5 membres permanents, finalement, vous n'en avez que... vous en avez, comment dirais-je... j'ai un trou, il n'y en a qu'un, il n'y a que l'Américain présent. Les autres ne sont pas là. C'est la première fois depuis longtemps que notamment le Français, le président Macron, s'en est beaucoup servi justement pour faire passer des messages importants vers l'Afrique à une époque. Parce qu'il doit recevoir le roi Charles demain. C'est tout à fait. Il n'y a pas de critique de ma part. C'est un constat et ça donne d'autant plus d'envergure au discours de Zelensky. Et le fait de parler du nucléaire, ça rappelle quand même que justement le système russe est un système menteur, tricheur, puisque les Ukrainiens se sont dépossédés volontairement en 1994 de leur assurance vie qui était l'arme nucléaire, en échange du respect par la Russie de leur souveraineté et de leurs frontières, Crimée comprise. Tous ceux qui sont là à dire « Ah, mais la Crimée... » Non, la Crimée a été validée comme appartenant à l'Ukraine par Moscou. Et donc, une fois cela fait, voilà, les choses ont changé. Donc, c'est un monde de voyous que la Russie, notamment, veut instaurer. Et c'est ce qu'il dénonce dans une enceinte où, justement, les Nations Unies ont été créées pour lutter contre les tendances à la voyoucratie d'un certain nombre d'États. Je reviens sur le point que vous soulignez. Il n'y a que Joe Biden. Il y a donc Joe Biden, on pourrait dire également, qui lui réaffirme avec force son soutien ces dernières heures. On va en reparler, mais d'abord on va le réécouter. Nous ne pouvons pas permettre à la Russie de continuer cette agression. Si nous abandonnons les principes de la charte,
Aucun membre dans cette Assemblée ne se sentira protégé si nous permettons à l'Ukraine d'être dépecée. L'indépendance de toute nation ici représentée est en péril. Amnous, dites-moi si je me trompe, mais il y a toujours une triple lecture à minima à avoir avec le président américain. Le message aux Ukrainiens, le message au monde et le message de politique intérieure, puisqu'on est en campagne, ça a commencé clairement aux États-Unis, et que là, il est en train de commencer à se battre pour chaque bout maintenant de budget qu'il va décrocher, en espérant que Trump ne prenne pas le pouvoir. Le malheur à partir de maintenant, je pense que ça a déjà commencé, mais là ça va commencer à s'installer, c'est que tout geste, toute action, tout discours des Américains doit être lu à l'aune de l'élection présidentielle qui commence. Ça, c'est évident. Le problème, c'est que, je faisais la réflexion en l'écoutant tout à l'heure, Joe Biden, c'est que le discours qu'il vient de faire démontre exactement l'hypocrisie, le deux poids, deux mesures de l'Occident. Et le fait qu'au moins, j'allais dire le Sud global, les pays en voie de développement, ils n'aiment pas les droits de l'homme, ils n'aiment pas les droits des minorités, ils n'aiment pas les LGBT, ils l'assument, ils le disent, ils font des lois restrictives, ils le clament, pas de ça chez nous, et qu'on se retrouve face à un clan occidental qui est là à se gargariser du matin au soir de ces mêmes droits, de se battre, nous ne permettrons pas qu'un pays de soutenir. Dans son discours, il a quand même le culot monstrueux de citer les Iraniens et les Iraniennes qui se battent pour leur liberté. Il se passait quoi hier sur le tarmac à Doha ? Hier, il se passait quoi à Doha ? Il se passait un échange de prisonniers entre l'Iran et entre les États-Unis, au vu et au su de tout le monde, et 6 milliards de dollars qui appartenaient aux mollahs qui étaient dans les banques sud-coréennes, qui vont se retrouver dans des banques à Doha qui jurent que ça sera que pour acheter des médicaments et de l'aide humanitaire à la population. L'Iran a déjà prévenu, c'est notre pognon, on fait ce qu'on veut. Qatar, premier allié de l'Iran. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce que ça tient ? Parce que les autres pays, ce n'est pas des analphabètes. Ils ont tous assisté à cette scène. Il se passait quoi hier et aujourd'hui à Téhéran ? Qui était en déplacement à Téhéran ? C'était Shoigu. Attendez, Shoigu, ce n'est pas le ministre de la Défense russe ? Ce n'est pas le type avec qui on est soi-disant en guerre et sur qui il faut tenir le truc ? Et on rend 6 milliards aux Iraniens qui vont acheter des avions russes. Ils vont faire quoi avec ces avions ? Ils vont bombarder le Kurdistan iranien où se trouve une des poches de résistance. Donc, ces séquences-là, elles font pas, j'allais vous dire, elles font du mal à ce qu'on défend du matin au soir ici. Enfin, en tout cas, ça fait du mal à ce que moi, j'essaye de défendre en disant je suis pour la réelle politique. C'est vrai que je suis du genre à dire allons-y, on doit parler à tout le monde. Oui, il fallait recevoir Narendra Modi malgré le suprémacisme hindou pour le 14 juillet. Oui, eux, ils jouent le multi-alignement. Non, je ne suis pas d'accord avec le fait de virer Darwin et Pythagore des études secondaires. D'accord, mais à côté de ça, quand on fait des actes comme ça, qu'on échange des prisonniers au vu et su de tout le monde et qu'après on vient dire qu'est-ce qu'on les soutient, mais ils ont besoin de quoi, là, des Iraniens ? Ils n'ont pas besoin d'un discours à l'ONU. Ça fait 1 an qu'ils se battent extrêmement courageusement. C'est pas pour entendre un type nous parler de démocratie libérale, mais juste pour nous et ceux qu'on a choisis. En l'occurrence, en ce moment, c'est les Ukrainiens. Les autres pouvaient crever la gueule ouverte. Moi, c'est ça que j'entends. Donc, il y a quand même énormément de limites dans ce discours-là. Donc, ça va. Il a Taïwan et l'Ukraine pour tenir le côté « je suis un démocrate ». Et tous les autres, c'est adieu, comme avec le Niger. Le Niger, c'est on ne dit pas que c'est un coup d'État, on arrête les formations militaires, mais on ne dit pas que c'est un coup d'État parce qu'on continue à les soutenir humanitairement. Et le lendemain du coup d'État a été nommée une nouvelle ambassadrice. Donc, outre le poignard dans le dos de la France et de l'Europe, tout ça, quand même, montre quand même les limites de notre discours et qu'à un moment, il faudrait peut-être tous se mettre d'accord pour avoir une voix un peu plus juste et qu'on arrête de passer pour des guignols aux yeux du Sud global aussi.